Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde sur la thématique de la 5G et de ce qu'elle va apporter par rapport aux technologies précédentes. Je m'appelle Julien Bergounou, je suis rédacteur en chef de l'Usine Digitale, un média spécialisé sur la couverture du numérique. J'ai avec moi aujourd'hui 3 intervenants physiques et un qui se trouve à distance. Alors, on a tout d'abord Johan Savy, qui est VP Innovation for Future Connectivity chez Orange. On a également Sébastien Kaiser, qui est directeur connectivité réseau à la SNCF. Éric Mercier, qui se trouve en bout, qui est responsable télécom et wireless au sein du CEA Leti. Et à distance, nous avons Graham Wheeler, qui est General Manager pour la réalité virtuelle en Europe et au Moyen-Orient chez HTC. Alors, on va commencer tout d'abord avec Éric. Qu'est-ce que la 5G, très simplement, apporte d'un point de vue technique que la 4G n'avait pas? Quelle va être la différence, les différences principales de cette nouvelle technologie? Alors, c'est un sujet vaste. Il y a beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à détailler. En quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que la 5G va apporter des performances supplémentaires par rapport à la 4G. Ça, c'est un des aspects importants. Et comme toute nouvelle génération de télécom, on espère être mieux connecté, avoir plus de débit. Et ça se fera à travers la disponibilité de nouvelles bandes de fréquences et de protocoles qui seront améliorés, différenciés. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont arriver avec la 5G qui n'existent pas dans la 4G, comme la capacité de pouvoir attribuer, alors on pourrait utiliser le terme générique de service, à certaines applications qui aujourd'hui sont très difficiles à diviser ou à fournir dans le cadre de la 4G. Donc, le terme technique, c'est le slicing. On va choisir du spectre, on va choisir des espaces à la fois en fréquence et en temps pour fournir du service garanti pour certaines applications. C'est-à-dire qu'en fait, on a une différenciation de la qualité de service en fonction des cas d'usage. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut résumer justement la promesse de la 5G de façon différenciante par rapport à la 4G par le label Quality on Demand. Et Quality on Demand, donc en tant que promesse client vraiment, pour faire des nouveaux cas d'usage. Et ça peut s'exprimer soit sur ce qu'on appelle techniquement la latence, qui est en fait le temps de réponse, et qui est super important pour un certain nombre de cas d'usage. Enfin, on les illustrera tout à l'heure, je crois en particulier. Le cas SNCF est intéressant parce qu'on considère que les usages temps réel se développent de plus en plus. Et des études de Gartner, par exemple, disent que 30% des usages et du traitement de la donnée sera temps réel, nécessitera du temps réel d'ici 5 ans. Donc il y a cette fameuse latence qui fait écho aux besoins de temps réel. Et puis, il y a les volumes de données de plus en plus considérables, là aussi qui méritent d'être traités temps réel, et c'est en particulier pour tous les traitements vidéo live. Et là aussi, on pourra l'illustrer tout à l'heure avec des cas d'usage. Et enfin, le dernier sujet, c'est la sécurité. Donc, adapter le niveau de sécurité à l'application dont on parle, à l'usage dont on parle. Et là aussi, c'est primordial. Il y a des flux de données qui sont plus ou moins business critical, vu de l'entreprise, évidemment, qui l'exploite. Donc, c'est vraiment en promesse client ce que le slicing apporte, le slicing que tu viens de décrire, Eric, qui est cette qualité à la demande pour certains cas d'usage. Et on peut l'illustrer, nous, Orange, par une expérimentation qu'on mène dans le port d'Anvers en Belgique, où on a construit 6 slices privés, donc un par client, plus 2 slices publics, justement pour tester en vraie grandeur cette performance et cette promesse. Et on peut même imaginer ce qu'on appelle des sub-slices, c'est-à-dire à l'intérieur, subdivisés pour des services plus précisément. Alors Sébastien, concrètement, la SNCF, qu'est-ce que ça vous apporte, ces nouvelles technologies?
Alors, déjà, SNCF, c'est très pluriel dans son activité. On la pense toujours dans vos trains du quotidien, et c'est une réalité industrielle et service de SNCF, mais c'est aussi une entreprise qui est un bras armé de l'aménagement du territoire, qui est un bras armé de la mobilité du territoire, et aujourd'hui, il n'y a pas d'expérience numérique, enfin, il n'y a pas d'expérience de mobilité sans une expérience numérique qui l'accompagne. Et vous avez notamment la gare, qui est un peu un lieu de synchronisation des vies personnelles, professionnelles, et qui est la porte d'entrée et de sortie des territoires, qui est une zone d'échange extrêmement importante. Et en parallèle de ça, les télécoms et le ferroviaire sont intimement liés depuis leur création, entre le télégraphe et la conquête de l'Ouest. Donc on a des besoins extrêmement variés qui vont du temps réel pour les opérations ferroviaires, du temps réel avec une sécurisation particulière pour les opérations industrielles dans nos usines de maintenance, et puis des services à apporter aux clients dans des zones variées, que ce soit en mobilité ou que ce soit localement. Donc pourquoi ce préambule un petit peu long, et puis au passage, on a aussi une activité internationale où il y a un rayonnement à voir sur les services qu'on peut apporter. Pourquoi ce préambule un petit peu long? Parce que finalement, nos cas d'usage, ils sont le reflet de cette variété d'activités, et nos besoins se situent partout sur ces sujets. Et la 5G formule des promesses qui, pour la première fois, contrairement à la 2G, 3G, 4G, sont clairement orientées vers les industriels, clairement orientées vers les entreprises, et où nous, on se retrouve beaucoup. Sachant que vous avez un peu, en gros, tous les cas d'usage à SNCF. Parce qu'entre les gares, les trains en mouvement sur de très grandes distances, les cas en usine, enfin, je veux dire, vous couvrez à peu près tout le spectre, quoi. Alors, je ne sais pas si on a l'exhaustivité du spectre, je suis sûr que si on cherche bien, non. Mais par contre, on a un terrain de jeu qui est extrêmement varié et extrêmement vaste. Après, il y a une difficulté, et à nouveau, la 5G, dans son architecture, on y reviendra peut-être, va apporter des éléments nouveaux de réponse. Il y a toujours une difficulté, c'est d'innover par soi-même et de se réinventer soi-même. Et ce que dit la 5G, quelque part, c'est qu'avec ces notions de slicing, avec ces notions de virtualisation de la 5G, on a des modèles d'opération, on a des modèles de services qui vont être amenés à évoluer dans le temps. Et la meilleure façon pour nous de penser notre futur en termes de services, que ce soit pour de la performance industrielle ou du service au client, c'est de le penser à plusieurs. Et cette 5G, quelque part, c'est un point d'orgue sur lequel on peut être plusieurs autour de la table à penser les services de demain. Et effectivement, je voudrais rebondir là-dessus parce que je crois que c'est l'un des paramètres essentiels de succès, non seulement de ces technos, mais surtout de leur rapport à l'industrie. Je suis 100% en phase avec vous pour dire que c'est au bénéfice de l'industrie et au bénéfice de ce qu'on appelle le B2B, essentiellement, que va émerger ces technologies. Et ce qui est primordial, c'est cette coopération sur la chaîne de valeur. On l'a vu dans d'autres conférences où on parle de l'IoT. Il y a une promesse de bout en bout à garantir au client, et donc pour satisfaire son processus d'entreprise. Et cette coopération est essentielle. Et il y a un des acteurs aussi, une typologie d'acteurs primordiale que je voudrais citer là, ce sont les acteurs du cloud. Vous avez vu d'ailleurs peut-être la signature d'un partenariat d'Orange avec Google, parce que pour justement exécuter ces cas d'usage, ça se matérialise par une application qui doit évidemment tourner sur une capacité de calcul, et donc c'est ce qu'on appelle le edge computing. Donc il y a un couplage très fort aussi entre ces technologies, pour vraiment réaliser la promesse complète aux clients, entreprises. Eh bien, il faut coupler la connectivité 5G avec cette promesse de temps réel et de capacité à traiter des gros volumes, et le edge computing qui également apporte ça sur l'exécution de l'application. Donc il y a une coopération industrielle très, très critique là. Donc, pour répondre à la question initiale, en fait, la grosse différence, et c'est ce qui vient d'être décrit, c'est la capacité de l'industrie à s'approprier ces nouvelles technologies pour apporter des nouvelles applications, nouveaux cas d'usage. C'est clairement différenciateur par rapport à la 4G.
Ouais, donc on n'est vraiment pas juste dans une augmentation de capacité, enfin pas uniquement, mais dans la création de nouveaux cas d'usage qui n'étaient pas possibles auparavant. Alors j'aimerais qu'on rentre concrètement dans ces cas d'usage et je vais poser une question à Graham qui est avec nous depuis le Royaume-Uni en live sur justement ce que fait HTC, les nouveaux cas d'usage qui seront possibles avec la 5G, sachant qu'HTC, qui était traditionnellement un constructeur de smartphones, s'est reconverti dans la réalité virtuelle et augmentée, et donc c'est un acteur qui est très proéminent sur ce secteur. Donc, Graham, can you describe to us what new use cases 5G enables for VR, AR, and everything connected to that? No problem. I think when we look at the ages, we've had information given to us over sort of post and other things like that. And as we reach the information age, 4G has allowed people to download user manuals and see those elements. What we see the next iteration is actually bringing that information to your glasses, to contextual at that very same time. And it's exciting that 5G can allow us to do that. For example, BMW, we work with them to enable virtual car showrooms. So we can have basically a showroom, every model, every feature just shown to the person wearing the pair of glasses, all streamed over 5G. And you don't need to rely on sending computers or other items across, and that is an important part of 5G. Alizé, tu nous traduis ou je le fais? Comme tu préfères. Très bien. Donc, ce que Graham expliquait, c'est que la 5G va rendre possible de nouveaux cas d'usage. À l'heure actuelle, on a des casques de réalité virtuelle qui sont connectés à des ordinateurs, qui sont lourds, qui sont gros, qui sont complexes à utiliser. Mais ces technologies donc, de réalité étendue permettent une nouvelle forme de visualisation. Un cas d'usage sur lequel HTC a travaillé, c'est avec BMW, le constructeur automobile. Et en fait, ils permettent de faire des concessions automobiles virtuelles. Donc vous avez une ville où le mètre carré est très cher, on n'a pas la possibilité d'avoir une grosse concession, on n'a pas la possibilité d'avoir tous les modèles avec toutes les options. Ce que peut faire le client, c'est mettre un appareil qui est très léger, plus proche des lunettes de vue ou des lunettes de ski, on va dire, que d'un gros casque compliqué à porter. Et il peut faire cette démonstration, voir des tas de modèles différents, le configurer à son goût, avoir une démonstration même qui reproduit fidèlement l'intérieur de l'habitacle, ce qu'on peut voir à l'extérieur. Et en fait, ça fait partie des cas d'usage que la 5G rend possible, avec après la promesse de choses un peu plus évoluées sur la réalité augmentée. Peut-être pour passer sur Sébastien, concrètement la SNCF, donc vous avez des cas d'usage B2C dans les gares avec des très gros flux. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ces cas d'usage, peut-être d'ailleurs commencer par le B2C, ce que ça peut apporter, et ensuite parler de ce qui se fait au niveau plus industriel. Oui, bien sûr. Donc, on parlait de live, on parlait de vérifier en vrai les promesses formulées par la 5G. On a lancé un programme qui s'appelle Living Labs il y a 2 ans maintenant, qui est labellisé par le CSF numérique aujourd'hui, où justement on a cherché à développer des zones d'expérimentation live. Aujourd'hui, on en a 3. On en a une à Nantes, une à Rennes avec Orange, qui est très avancée, et puis une ici à Lyon-Pardieu, où on va tester différents cas d'usage. Et donc, dedans, on a tout le panel que vous évoquez et qui sera amené encore à évoluer. Alors, si je prends l'axe B2C, par exemple, on a travaillé notamment en gare de Rennes, où on teste avec Orange la 5G d'après-demain, la 5G standalone et la 5G avec des fréquences millimétriques. On a testé des systèmes d'interaction temps réel avec nos clients, avec de la traduction simultanée. Il y a quand même des enjeux très forts qui arrivent dans les années à venir autour de ça, notamment avec les Jeux Olympiques en plus qui vont exiger d'avoir une inclusion multiculturelle très, très forte. Et la 5G nous permet, grâce à cette faible latence et ces forts débits, d'avoir des échanges avec de la traduction simultanée très très forts, qui font écho finalement à des doléances justifiées des clients, ou parfois dans des périodes un peu chargées, il n'y a pas assez d'agents au guichet ou quoi que ce soit, et où on permettrait dans la gare d'avoir un environnement avec un échange avec un conseiller, mais vraiment de très très bonne qualité, voire même le conseiller en capacité, à la demande du client, d'utiliser la caméra derrière du téléphone et de guider la personne dans la gare si elle doit l'accompagner. Voilà. Par réalité augmentée, quoi. Une sorte de réalité augmentée. Moi, j'aime bien ce concept de... pour moi, le numérique, c'est une façon de raccourcir la distance entre les gens. Je suis beaucoup plus dans cette orientation-là qu'à rechercher à suppléer l'humain par de l'intelligence artificielle. Enfin, il est nécessaire pour des traitements,
mais pour raccourcir la distance entre les gens et améliorer la qualité de l'interaction et la personnalisation de l'interaction. Donc voilà, par exemple, un des axes qu'on a aujourd'hui de travail avec la 5G. Et alors, ce que quelqu'un pourrait être tenté de dire, c'est oui, mais on a déjà le Wi-Fi. Alors, quelle est la différence là? Qu'est-ce que la 5G apporte que le Wi-Fi n'apporte pas? Déjà, on a le Wi-Fi dans les gares, dans certaines gares, pas dans toutes. Hein, et ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en termes de développement, le Wi-Fi est un autre sujet. Ce sont des technologies qui vont vivre ensemble, et il faut savoir les marier pour différents usages. Hein. Il n'y a pas un one size fits all qui va apporter une solution miracle à tous les usages. Mais la 5G apporte aujourd'hui, avec cette faible latence et ce très haut débit, une qualité d'expérience, une interaction d'une vélocité qu'on ne rencontre pas encore aujourd'hui, en particulier liée à la latence. On a fait le test notamment sur ces échanges vidéo avec la traduction en plus, hein, en 4G. Eh ben, ça n'inspire pas vraiment confiance parce qu'on n'est pas bien sûr, avec la latence, qu'on soit bien compris. Enfin, vous voyez, quand vous êtes au téléphone et que vous répétez, alors imaginez quand c'est quelqu'un d'une autre culture, qui n'est pas dans son pays, qui n'est pas sûr que l'autre il a compris, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une fluidité impeccable. Et ça, c'est quelque chose que la 5G sait nous apporter. Et c'est effectivement un différenciant parce que certes, elle va pouvoir supporter de l'IoT aussi, et puis en particulier d'énormes volumes de petits capteurs, de choses comme ça, mais l'un des gros sujets, c'est vraiment la simplification de l'expérience client grâce à la vidéo live et au traitement de vidéo live. Et ça, c'est vraiment la capacité de la 5G qui peut traiter des gros volumes de données, et je le disais tout à l'heure aussi, du edge computing. Et ça, on considère, enfin après, les études disent des pourcentages un peu variables, mais voilà, qu'environ 2/3 finalement du business sera plutôt issu du computer vision que de l'IoT. Et c'est tous ces cas d'usage qui simplifient l'expérience client ou l'expérience salariée. Donc, on a cité là, le BMW, et puis vous parliez du traitement de vidéo aussi dans les gares. Nous, on a des expériences en cours en co-innovation, puisqu'on croit beaucoup aussi justement à la co-innovation avec nos clients qui sont aussi dans la chaîne de valeur industrielle pour arriver à faire advenir ce nouvel avenir de transformation digitale des entreprises. Et donc typiquement, je pourrais citer avec Schneider le fait de pouvoir faire des visites virtuelles d'usines, donc pour que leurs propres clients puissent faire des acceptances, évidemment de premier niveau, mais des acceptances virtuelles. On peut aussi, sur des chaînes de production, comme ça, en filmant à la sortie de la chaîne de production, le long de la chaîne de production, l'usinage, détecter les non-qualités et donc avoir immédiatement les actions correctives nécessaires, donc en automatisation aussi de la robotique. Et donc tout ça fait une boucle qui est extrêmement réactive au profit évidemment de la performance de l'entreprise. Avec le Covid, on avait déjà travaillé sur des use cases pour la distribution, pour le retail. Donc on peut avoir aussi dans les endroits de grande affluence de public, comme les gares, qui est de détecter des modèles de comportement, là aussi en traitement d'images de flux vidéo en live, et donc typiquement soit des comportements suspects de vol, soit plus d'actualité, les comportements qui respectent les gestes sanitaires ou qui ne les respectent pas. Quelqu'un qui ne les respecte pas, voilà. Vous êtes tous filmés dans l'audience, là. Celui qui me porte mal son masque, il va être viré. C'est ça la 5G. Oui, enfin, c'est pas chez nous, ça. Non, je rigole évidemment. On a évoqué plusieurs points. Il y a le côté industriel qui est très intéressant avec ce que ça permet. Il y a aussi l'aspect tout simplement sur des lieux qui peuvent être complexes à fibrer, parce que la fibre, évidemment, c'est très bien, c'est solide et tout. La 5G peut aussi être un peu une fibre sans fil, un remplacement de fibre. Notamment, je pense, pour ce que vous faites à la SNCF, à la fois dans vos technicentres, aussi peut-être sur le long des voies ou sur les gares qui sont dans des campagnes un peu reculées.
Oui, alors là, on est dans... Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier, quand on parle de edging, effectivement, c'est apporter la puissance de calcul, déporter la puissance de calcul en proximité. C'est un usage d'abord sur l'immédiateté du calcul, au moins de premier niveau, d'accord ? Et puis aussi sur la non-circulation des données en dehors d'une zone qu'on ne souhaite pas. Et là, ça intéresse directement la partie industrielle. Quand on rentre dans l'ère du temps réel, de la covolution, etc., on a envie d'avoir des choses très réactives, très résilientes, très locales, et on n'a pas forcément envie que toutes les données se promènent partout. Ça pose des questions. Mais le edging, quand même, derrière, il y a une fibre qui va le raccorder pour ensuite le remonter à des data centers plus globaux, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on se débarrasse complètement de la fibre. Par contre, effectivement, la 5G peut être un élément de réponse. On l'a vu avec le Covid, avec le télétravail, etc. On a un vrai sujet aujourd'hui de fracture numérique du territoire. Hein, on l'a tous vu, on l'a tous constaté, on le disait. Et SNCF est un acteur des territoires qui est ancré dans le territoire et dans le patrimoine. Et c'est une préoccupation qui est très forte chez nous. Et la gare, finalement, l'image de la petite ville, hein, c'est sa gare, son bureau de poste, son bureau de tabac, etc. La gare est une porte d'entrée et de sortie du territoire, mais elle peut être aussi un fournisseur de ces services indirectement, enfin un facilitateur de mise à disposition de services qui permettrait demain, effectivement, d'apporter une expérience numérique plus satisfaisante dans des zones qui sont aujourd'hui dans cette zone de fracture numérique. C'est un élément de réflexion qu'on peut incorporer et qui est tout à fait pertinent à avoir et qui relève par contre de politiques d'aménagement du territoire sur lesquelles nous, on est un bras armé. Bien sûr. Sur le sujet de, le couplage de différentes technologies, je vais reposer une question à Graham, parce qu'en effet, au-delà de la 5G même, il y a cet aspect connexion à l'IoT, utilisation de technologies d'intelligence artificielle, donc qui sont très nombreuses, qui peuvent être de l'analyse vidéo, de l'analyse de mouvement, de la simulation, plein de choses, et d'autres technologies de ce genre. Alors ça fait partie intégrante de la stratégie d'HTC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Graham? So for us, the connectivity is very, very key, and working with carriers is tremendously important for us, because when you're doing things as simple as picking up an item or pointing or touching an item, you need it to be in real time. You don't want even a 100 millisecond delay in where your finger position are in that data. So having the connectivity in 5G with the data centers on the edge network is incredibly important to drive that connectivity. And what about the vision of combining AI, XR, blockchain, IoT, all these things together to create new use cases? That's exactly, HTC's vision is what we call Vive Reality, where original vision was to put the power of the PC in your hand, and that developed into the smartphone. We see our next vision as Vive Reality, which is a pair of glasses giving you contextual information when you need it, connected to all the relevant information. So you have all the data within your eye line. Donc en gros, il est d'accord avec ce qu'on dit, hein. C'est-à-dire qu'il y a cet avantage d'avoir l'edge computing vraiment, où on va traiter rapidement les données, puis les envoyer au cloud pour disposer d'une plus grosse puissance de calcul, ce que permet la XR au niveau de la visualisation qui est innovante, et après tous les cas d'usage qui découlent de ça. Donc ça peut être dans l'industrie des cas d'usage de positionnement, hein, par exemple, avec des capteurs spécifiques, et aussi de nouvelles formes de visualisation de données. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette partie Edge Computing IoT? Est-ce que la 5G va changer les choses pour de l'IoT, on va dire, sans de grandes masses de données, sur de la connexion plutôt basse consommation et basse remontée de données? Je pense à ce que vous avez sur les ouvrages d'art, à la SNCF notamment. Est-ce que ça, ou sur les chantiers, est-ce que ça va avoir un impact fort là-dessus, ou est-ce que vous restez sur des technologies actuelles? Je dirais que nous sommes des industriels, on se pense avec des retours sur investissement, on se pense avec des niveaux de service atteints, et quand on a une technologie qui fonctionne, et qu'on ne fait pas de la technologie pour la technologie. Lorsqu'on a des technologies basse consommation qui rendent le service et que c'est déployé, hein, c'est des choses qui sont coûteuses quand même à mettre en œuvre, dans un premier temps, on ne se dit pas que c'est là l'urgence. Par contre, la 5G, on a parlé un petit peu des fréquences, etc. Il y a quand même un sujet, c'est qu'on a aussi un lien montant, un uplink qui est beaucoup plus important.
Et lorsqu'on parle d'objets connectés, on parle effectivement souvent, on entend très souvent qu'il va y avoir une densité de composants qui vont être connectés beaucoup plus importante. C'est une chose. Mais chaque composant aussi pourra éventuellement utiliser une consommation radio montante beaucoup plus importante. Et ça, c'est un enjeu quand on fait de l'objet connecté, c'est-à-dire que, certes, il y a les remontées d'informations de mesure, mais il peut y avoir aussi de l'interaction demain et amener une nouvelle génération d'IoT radio qui nous permettent de penser d'autres services. Le premier, le plus évident, c'est les caméras vidéo. On en parlait. S'il y a bien un média qui est une technologie qui est consommatrice et qui peut être vue comme un IoT, parce que cette notion d'IoT mérite d'être définie, c'est la caméra. Alors on pense, par exemple, caméra de surveillance. Nous, on a les missions de police, de sécurité et de sûreté, surtout de sûreté en France dans les gares et sur les lignes, où là, on peut avoir besoin de déployer des caméras radio rapidement parce qu'il y a une situation perturbée, où on peut venir soutenir les pompiers, ce qu'on appelle les bleus, blancs, rouges, pompiers, SAMU, police, pour résoudre une situation perturbée, où là, on aurait besoin, en coopération avec les forces régaliennes, d'avoir un slice garanti dans une situation perturbée, puisque vous imaginez bien, si vous avez une gare qui est en difficulté, tout le monde cherche à téléphoner, les porteuses s'effondrent, etc. On a besoin d'avoir une sécurisation d'un lien où les forces régaliennes puissent se coordonner à coup sûr pour sauver des vies. Et ça, c'est très important. Ouais. Et de se dire que ces technologies peuvent nous permettre de réserver ces ressources dynamiquement pour sauver des vies, c'est très important. Je finis juste un instant. Allez-y. Après, on a aujourd'hui des projets de recherche sur ce qu'on appelle l'IoT critique, c'est-à-dire comment demain, on va pouvoir s'appuyer sur de l'IoT radio pour faire des systèmes critiques. Aujourd'hui, l'IoT est non critique généralement, il est considéré comme des informations complémentaires et des boucles de rattrapage à des processus qui, eux, peuvent être critiques. Mais du fait que la plupart des réseaux radio basse consommation, etc., sont sur des fréquences libres, etc., on n'est pas en capacité de certifier la résilience de la boucle d'information, et donc en aucun cas, il est directement un élément de décision du processus critique. Il est en boucle de rattrapage. Si demain, on est en capacité de certifier, en agrégeant plusieurs plusieurs porteuses, plusieurs opérateurs, avec des slices normés, etc., on est en capacité de certifier la disponibilité de ce média radio, alors ça nous permet de repenser le processus critique. Et ça, c'est très structurant. Ça, effectivement, c'est un point essentiel. Et cette notion d'IoT critique, on la voit en particulier pour le secteur des opérateurs d'infrastructures vitales ou le secteur d'activité des utilities. C'est-à-dire pour pouvoir, par exemple, sur les flux d'électricité en particulier, garantir une optimisation et une disponibilité permanente, donc avec la capacité de résilience que tu cites, qui soit garantie. Donc ça, c'est quand je parlais tout à l'heure de quality on demand, c'est le volet security on demand. C'est vraiment pouvoir garantir ça. Je te laisserai peut-être élaborer, Eric, mais je pense que l'un des autres sujets IoT, donc pas sur des gros flux comme les caméras, mais des capteurs, des choses comme ça, quand on dit que ça permet de traiter des gros volumes simultanément aussi, c'est grâce aux nouvelles antennes, donc l'acronyme les appelle MIMO, mais voilà, pour vous représenter un petit peu ce que c'est en fait une série de micro-antennes, un peu comme un œil de mouche. Et donc, ça permet de focaliser le signal uniquement sur les capteurs ou les appareils qui sont actifs. Et donc, à la fois, ça permet cette très forte densité, mais ça permet aussi une optimisation énergétique et donc une optimisation environnementale. Et ça aussi, la 5G, on la défend beaucoup pour ce bénéfice-là, la performance environnementale, parce qu'elle se met en veille, elle consomme son électricité au plus juste, sur des faisceaux comme ça, ciblés. Enfin, je ne sais pas si tu veux un peu élaborer aussi. Oui, tout à fait. Je pense que pour l'IoT, la 5G, ça pose les bases en fait, de la connectivité de l'IoT de façon plus générique que ce qu'on a aujourd'hui. Le volume, le nombre de capteurs à adresser, la latence, le fait de pouvoir les adresser individuellement très précisément. Ensuite, peut-être au-delà de la 5G,
On va regarder les autres standards, les aspects très basse consommation, capteurs qui n'ont pas grand-chose à émettre, mais qui doivent l'émettre de façon sûre. Et ça, ce sera probablement intégré dans quelque chose qui sera au-delà de la 5G. La 5G pose les bases. Alors, on parlait tout à l'heure de gare, c'est valable pour un auditorium, une usine. Effectivement, aujourd'hui, la 4G, c'est une antenne qui est à l'extérieur, qui vient couvrir une zone relativement large, de façon indifférenciée. La 5G, ça permet de rentrer l'antenne dans les bâtiments, dans l'auditorium par exemple, et de venir, à travers des faisceaux très fins, venir cibler précisément l'élément, le portable, l'objet qui doit être connecté. Donc on est plus efficace en termes énergétiques parce qu'on va venir concentrer l'énergie à l'endroit où on en a besoin. Ensuite, on aura besoin de façon assez naturelle d'en émettre beaucoup moins, puisqu'elle sera toute dédiée à une connectivité. Et ensuite, on pourra en avoir plusieurs connectés en même temps, simultanément ou tour à tour, en fonction du type d'antenne qu'on va utiliser. Et comme on sera dans les bandes millimétriques, avec des antennes de plus petite taille. Donc, on est gagnant un peu sur tous les plans. On peut faire plus, mieux, plus efficacement. Là où on est perdant, c'est que comme on monte en fréquence, on va avoir des systèmes électroniques qui vont consommer plus d'énergie. Mais il y a des solutions pour ça. Il y a des solutions qui permettent aujourd'hui de monter en fréquence sans pour autant avoir des bilans énergétiques qui soient mauvais. On peut également, dans les bandes millimétriques, avoir des bilans énergétiques corrects. D'autant plus si la communication se fait à énergie transmise plus faible. Alors, on parle du coup du côté un peu green de ces technologies. Sébastien, c'est quelque chose qui est important pour la SNCF. Je sais que GN, c'est le cas aussi pour Orange. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu comment ça s'intègre dans les plans de vos entreprises respectives pour essayer de consommer moins, d'être plus efficace, d'être plus lean? Je sais pas, tu veux commencer ou je commence comme tu veux? Oh, très bien. Le ferroviaire, c'est un mode de transport propre. C'est d'ailleurs le mode de transport le plus propre de masse. Et donc, de toute façon, les préoccupations environnementales à SNCF, elles sont consubstantielles de la nature de notre activité. Le digital, il ne fait pas exception. La politique numérique responsable de SNCF est un vecteur très fort. Alors là, c'est un sujet très vaste qu'on ouvre. Je pense qu'il y a plusieurs aspects à ça. Ça peut être dans les critères de sélection des technologies, les critères d'achat qu'on peut avoir sur des technologies avec des fournisseurs en disant on veut telle ou telle qualité environnementale, telle traçabilité, la meilleure efficience énergétique. Ça, c'est un rôle d'acheteur en masse sur des marchés. Et puis, il y a aussi penser la bonne solution, la solution utile au bon endroit. C'est-à-dire que nous, à nouveau, on vient délivrer des services aux clients ou à des besoins industriels, mais on cherche à peser le pour et le contre et à faire, à nouveau, pas de la technologie pour de la technologie, mais apporter le juste besoin. Alors, l'avantage de cette 5G, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces optimisations naturelles de la 5G autour de technologies de gestion énergétique, etc., qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, il y a aussi le fait qu'avec une même infrastructure physique, on peut avoir différents niveaux de service qui éviteront peut-être à terme de multiplier les réseaux. Alors certes, déployer un réseau 5G, c'est en plus des réseaux existants, mais c'est des phases qui sont dites transitoires. Et si leur usage est maîtrisé et justifié, on a une transition vers du mieux. Et c'est tout le paradoxe de la 5G, c'est-à-dire que oui, certes, on ajoute un réseau supplémentaire, mais il est l'élément de la solution. Et donc la question, c'est comment on fait cette transition dans nos usages, au plus juste, au plus pertinent, pour fournir tout de suite la valeur. Et je prends un exemple tout bête, et qui est pour le coup opérationnel, industriel, et qui a lieu à Lyon, ici, avec un partenaire sur Pardieu. Lorsque vos trains circulent, ils emmagasinent des téras de données, d'accord ? Et aujourd'hui, récupérer ces données pour permettre à la maintenance de travailler nécessite des récupérations de disques durs, etc. Et ça, c'est des cycles de traitement qui sont assez longs. Et parfois, donc les notions de maintenance prédictive, etc., peuvent avoir lieu, bien sûr, mais on n'est pas dans le temps réel par rapport à un événement localisé sur un train. On est plutôt dans de l'analyse statistique sur des comportements moyens. C'est très difficile d'avoir une réactivité de temps réel du fait de ces temps d'échange de traitement. On expérimente aujourd'hui sur Lyon-Pardieu le fait d'utiliser la 5G pour récupérer en temps réel, dès l'arrivée en gare,
Donc on ne parle pas du train qui est en pleine ligne, mais on arrive en gare et on récupère toutes les données en utilisant le média radio montant permis par la 5G pour mettre à disposition immédiatement les informations pour les technicentres. Je ne sais pas si on appelle ça du temps réel, du temps immédiat, peu importe. Mais par contre, on raccourcit significativement, à l'issue de ces expérimentations, quand on aura cette conviction, on sait déjà qu'on aura réduit significativement les temps d'anticipation et de préparation du centre de maintenance à recevoir le train pour faire l'opération, qui lui permettra d'avoir une bonne mise à disponibilité. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est vertueux, même en termes de service et d'économie globale du système. Et effectivement, il y a bien les deux volets. C'est-à-dire la techno en soi, bon, on a parlé tout à l'heure de la consommation en niveau antennaire, mais le modèle d'architecture qui est un modèle type cloud, il fait directement écho à un modèle de consommation qui est le modèle as a service. Et donc, on va consommer la ressource au plus juste du besoin. Ce qui fait qu'effectivement, on optimise globalement les ressources, qu'elles soient énergétiques ou matérielles. Et ça, à l'échelle planétaire, c'est assez critique. Orange est hyper engagé là-dessus, avec un engagement de réduction de son taux d'émissions de carbone de 30%. Et donc, il y a à la fois ce bénéfice de la techno qui est vraiment associé au modèle as a service, et puis il y a le bénéfice au profit, on va dire, des smart cities ou du monde du utilities au sens large, pour optimiser sur toute la chaîne de valeur d'un fluide donné, alors que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité. Donc, en partant de la production, la distribution, la consommation collective ou individuelle, arriver à optimiser parce qu'en temps réel, on peut réguler toute cette chaîne de valeur au plus juste en tenant compte de l'usage et avec une flexibilité instantanée et des boucles de régulation sur la production ou sur la distribution. Donc ça c'est le bénéfice sur les cas d'usage, c'est vraiment sur les nouvelles possibilités de ces technologies. Il y a bien les deux volets et c'est assez puissant du coup. Alors pour revenir sur la partie transition, une chose qui est intéressante qui a été dit, c'est la 4G ne va pas disparaître du jour au lendemain, ça va être une transition progressive qui va prendre plusieurs années. On sait aussi que même si les générations de technologies cellulaires, donc 4G, 5G, 3G, tout ça, c'est des moments qui sont mis en avant avec une communication autour, mais les standards en fait évoluent petit à petit d'année en année. Eric, qu'est-ce qu'on peut aborder rapidement le futur en gros, c'est-à-dire la 5G, c'est pas la fin des progrès, de nouvelles fonctionnalités vont au sein de la 5G apparaître au cours des années qui viennent, et on aura un jour une 6G et plus. Est-ce qu'on peut aborder ça ? Oui, en fait, ces standards, au moment où on les décide, on en fait la promotion et puis on a des offres commerciales, c'est en fait un jalon. Mais il y a un continuum de fonctionnalités, d'évolution technique et technologique qui fait que c'est très difficile de dire là c'est de la 4G, là c'est de la 5G. Il y a des choses qui passent de l'une à l'autre. Et si on veut, on peut regarder un peu où en sont les standards, enfin les comités de standardisation. Là, on est en train de discuter la release 16, donc des standards de communication sans fil. Donc ça veut dire que c'est pas la 5G, c'est la release 16. Et puis il y a la 17 qui sera discutée l'année suivante. Donc il y a un continuum. C'est pas quelque chose qui est, c'est discret, mais c'est pas aussi segmenté qu'on peut l'imaginer. Là où ça devient complexe, c'est qu'il y a des attributions de bandes de fréquences, donc et les opérateurs postulent, achètent ces bandes de fréquences, très chères d'ailleurs. Et ensuite, il y a un effet de marketing de la part des vendeurs de téléphones, par exemple, ou de systèmes, qui vont dire « Ok, maintenant on vous propose de la 5G et c'est mieux ». Bon, effectivement, c'est une réalité. Mais il y aura les premiers 5G, les deuxièmes 5G, et ainsi de suite. Et puis, notamment le millimétrique. Les ondes millimétriques, aujourd'hui, ne sont pas intégrées dans les téléphones portables 5G. Donc, il y a l'existence, en fait, de progrès techniques et technologiques. Et puis, à certains moments, il y a une petite ou une grosse rupture qui fait que tout le monde est embarqué dans ça. Alors,
là, c'est vrai qu'on sent une vraie rupture entre la 4G et la 5G qu'il n'y avait pas eu entre la 3 et la 4G, qui est que le monde industriel va pouvoir s'approprier cette technologie et l'utiliser pour une vraie révolution de la façon de travailler dans certains domaines. Alors, je vais vous laisser parler, Jeanne. Juste, on arrive à la fin de cette table ronde. S'il y a des questions de l'audience, c'est le moment de les préparer, de les poser. Allez-y. Oui, donc je crois qu'on a tous insisté là-dessus. Hein. C'est avant tout le monde industriel, le B2B, qui va voir émerger de nouveaux usages et en tirer les pleins bénéfices. Moi, je voudrais juste, dans une sorte de call to action, hein, pointer qu'on n'est pas complètement à la maturité de ces systèmes et on doit, entre guillemets, une promesse client qui est bien complète de bout en bout. Et pour ça, il faut collectivement qu'on travaille sur l'interopérabilité, qui, pour ceux qui sont un peu techniques, ça va s'exprimer essentiellement par des API. Et puis, la capacité à ce que cette interopérabilité s'exerce sur plusieurs réseaux, sur plusieurs types de cloud, avec plusieurs types de devices. Et donc, vraiment, pour faire cette promesse de bout en bout, ce service de bout en bout. Et ça, c'est un point de maturité qui demande encore à émerger, hein, en particulier si on parle des slices. On a beaucoup mis en valeur le slicing pour cette qualité on demand, mais elle doit pouvoir s'exprimer, hein, également, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mature à ce stade. Et idem pour des modems qui soient vraiment à l'échelle, qui permettent un passage à l'échelle, hein, et le shift de techno Wi-Fi vers les techno 5G. Donc les acteurs, en fait, tous les acteurs de cet écosystème, à la fois IoT, 5G, Wi-Fi et autres, doivent continuer à travailler ensemble pour justement pour que ces cas d'usage puissent arriver à fruition. Oui, alors il y a la partie technologique qui est évoquée, parce que si nous, on a poussé à des zones d'expérimentation live, c'est parce que, vu d'un client utilisateur, pour nous, la 5G a formulé des promesses, mais nous ne sommes pas des experts de la technologie et nous voulions valider ces promesses en live. Je pense que la clé, elle est dans les cas d'usage aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de l'interopérabilité technique, normalisation des échanges, etc., il y a une vraie réflexion à avoir sur les cas d'usage de demain, en particulier dans le B2B. Mais dans entre verticaux aussi, entre industriels. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une ville, c'est un enchevêtrement de préoccupations industrielles différentes. Ce qui va faire sens, c'est non seulement de se réinventer nous-mêmes ou de s'inventer nous-mêmes de nouveaux cas d'usage, mais c'est aussi comment on apprend demain à travailler avec d'autres industriels pour faire des cas d'usage qui n'existaient pas. Comment on croise des préoccupations de différents fluides, que ce soit des flux de voyageurs, des flux de train ou des flux énergétiques, dans une ville pour avoir un optimum où les solutions technologiques permettent la mise en place de quelque chose dans un certain réalisme économique aussi, hein, et puis avec un vrai engagement de service derrière. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que, notamment sur la région lyonnaise, vous avez beaucoup d'initiatives aujourd'hui de mise en commun d'entreprises qui montent des clusters de recherche, d'innovation, etc. Je pense que c'est vraiment l'approche dans laquelle la 5G doit s'inscrire pour aller faire foisonner des cas d'usage qui sont transverticaux, si je peux le dire comme ça. Merci. Alors peut-être une dernière question pour Graham en duplex. Graham, what would you say to a client, an industrial customer who wants to, start working on XR use cases, 5G use cases, who's curious, where should they start? I think what we've done is actually have a lot of prototypes that are already live showing the benefits. For example, Bell Helicopters reduced a 6-year cycle of developing a new helicopter down to just 6 months with VR, and actually having the ability to transmit that over to 5G so that multiple sites can see live updates. That is going to be a very, very important point. So I think we're actually here today showing some of those examples, and if people are interested, they can come and talk to us about it. Thank you.
Alors, ce qui explique, c'est que en fait, les cas d'usage, les prototypes ont déjà été effectués. Enfin, il y en a beaucoup qui ont déjà effectué. L'un des cas qu'il cite, c'est Bell Helicopters, qui a réussi à réduire son cycle de création d'un nouvel hélicoptère de 6 ans à seulement 6 mois, grâce au prototypage virtuel avec cette méthode de visualisation, et que grâce à la 5G, en fait, différentes équipes aux quatre coins du globe sont capables de visualiser en même temps avec un beau débit, une réactivité correcte. Donc en gros, si vous êtes une entreprise qui est intéressée par ces cas d'usage, en fait, c'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir, à y travailler, parce que le temps que ça se mette en place, la 5G sera déjà installée partout sur le territoire. Oui, et puis c'est une énorme transformation en fait sur le business model ou l'operating model de l'entreprise concernée. Donc c'est aussi un processus long. Très bien, merci à tous les quatre. Je ne sais pas en fait si on va prendre des questions dans cette salle. Donc si l'audience a des questions, les intervenants seront disponibles à la sortie pour y répondre directement. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.